Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, sur le sujet des ruptures démographiques, alors déjà, je ne sais pas si le vieillissement de la population peut réellement être appelé une rupture démographique, tant ça n'a pas vraiment surpris, étant donné le rythme assez lent de cette évolution, de ce phénomène, mais c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui pour essayer de montrer de quelle manière ce vieillissement de la population devient un enjeu à la fois pour les personnes elles-mêmes et puis pour les populations et les contextes. C'est ça. Bon. Il y a... Je me trompe peut-être de bouton. Voilà, ça avance. Bon. Donc, un petit schéma purement démographique, la pyramide des âges que vous connaissez certainement. Donc, vous avez l'empilement en fait des générations depuis la naissance jusqu'aux derniers âges de la vie. Sur celle-ci est représenté les 100 ans et plus en dernier âge. Et vous voyez la manière dont se répartissent ces groupes d'âge. Et ici, on est en 2023. Et donc, on observe bien le fait que dans la population aujourd'hui âgée, nous avons les personnes nées durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, une petite partie, la moitié des baby-boomers, puisque le baby-boom, c'est cette partie assez enflée de la pyramide des âges qui représente en fait beaucoup de générations, celles qui partent de l'après-guerre et qui s'étendent jusqu'à 1973. Donc les générations du baby-boom sont en fait des générations nombreuses et vous voyez que leur passage aux âges élevés n'est pas encore terminé, va se poursuivre encore un petit moment pour expliquer que cette dynamique est lente et progressive et que cette proportion de personnes plus âgées dans la population totale va continuer dans les prochaines années. Ici, ce sont les dernières projections de l'INSEE, donc je ne suis pas allée à 2040, mais j'ai osé aller jusqu'à 2070. Et donc, vous voyez de quelle manière la pyramide se transforme avec la diminution des naissances qui affine en quelque sorte la base de la pyramide et avec le vieillissement de ces générations moins nombreuses, vous voyez qu'on n'a plus du tout une forme de pyramide et on continue à avoir ce renflement en haut. En 2070, les baby-boomers, les plus jeunes des baby-boomers seront parmi les 100 ans et plus, et vous voyez que nos âgés de 2070 seront les générations X et Y d'aujourd'hui, qui auront à s'occuper des encore plus vieux et qui auront leurs enfants en dessous d'eux. Alors pourquoi faire ce schéma? D'abord pour montrer que c'est un processus lent, mais aussi pour montrer que la population âgée est loin d'être un objet monolithique, c'est en fait l'association de multiples générations et avec la longévité grandissante, ce sont des générations plus nombreuses qui coexistent avec des histoires particulièrement singulières, non seulement en termes d'événements, mais aussi de contexte socio-économique et médicales qu'elles ont parcourues tout au long de leur vie. On a donc des variations en termes de taille, mais aussi en termes de ressources, de besoins, de connaissances et d'aspirations. Et il faut avoir en tête que le vieillissement de la population, c'est un renouvellement permanent de la population âgée avec des besoins et des ressources et des aspirations, encore une fois, très différentes. C'est pour ça qu'il est très difficile de faire des projections en termes non pas de chiffres, de nombres, mais en termes de conditions de vie et qualité de vie des populations qui sont extrêmement changeantes. La diversité est en France, mais par ces simples graphiques, donc à position des pyramides et des projections de 3 pays pourtant très très proches géographiquement, vous voyez combien les contextes du vieillissement des populations diffèrent en fonction des histoires des pays et des politiques qu'elles ont eues, que ce soit des politiques de santé ou des politiques familiales, avec en France un maintien des naissances pendant bien plus longtemps que dans des pays voisins, et le fait que du coup des pays comme l'Italie se retrouvent avec une base extrêmement étroite, beaucoup plus étroite que celle de la France en termes de proportion, et donc un problème de rapport entre effectifs des générations âgées et moins âgées, une problématique beaucoup plus aiguë qu'en France, même si en France, on s'en inquiète aussi. Donc une grande diversité dans le monde et une autre problématique qui est celle du vieillissement par le haut de la pyramide, donc un allongement de la longévité
en plus de générations très nombreuses qui atteignent les âges élevés, c'est qu'on voit émerger des effectifs âgés. Ici, vous voyez les 65 ans et plus en 2025, qui ont une espérance de vie d'un peu moins de 20 ans pour les hommes et d'un peu plus de 23 pour les femmes. Vous voyez les effectifs de 65 ans et plus et comment ça a évolué au cours du temps. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'émergence de groupes d'âge extrêmement âgés avec des effectifs des plus âgés parmi les âgés, qui prennent une importance assez considérable, avec des espérances de vie qui continuent d'augmenter. On atteint aujourd'hui des records de longévité, avec des âges qu'on imaginait assez anecdotiques auparavant et qui commencent à être plus fréquents. Donc vous reconnaîtrez sûrement Jeanne Calment sur la gauche de l'écran. Mais en fait, on voit en France que la population des centenaires, donc plus que 100 ans, est passée de 8 000 à 32 000 personnes entre 2000 et 2025, et que ce qu'on appelle les semi-supercentenaires, les supercentenaires sont ceux qui atteignent 110 ans et les semi-supercentenaires, ceux qui atteignent 105 ans, sont passés d'un peu moins de 500 en 2000 à aujourd'hui 1500. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que ces phénomènes et cette augmentation nous posent des questions sur la manière dont on vit ces années aux âges extrêmement élevés et quelles sont finalement les lois de mortalité par âge à ces grands âges. Que se passe-t-il et combien de personnes vont atteindre ces âges-là? Donc c'est toutes les questions sur les limites de la longévité qui sont bien entendu extrêmement importantes pour planifier les besoins d'une population vieillissante. Alors on vit de plus en plus longtemps avec des effectifs d'âge très longs, mais dans quelles conditions de vie? Donc les dynamiques de l'allongement de l'espérance de vie ont suscité de nombreux débats sur la qualité des années vécues. Donc, plusieurs phénomènes sous-tendent en fait l'allongement de l'espérance de vie. La première chose, c'est qu'on vit plus longtemps parce qu'on vit en meilleure santé. Il y a une amélioration des conditions de vie, des conditions sanitaires, de la prévention des maladies, et donc on a une diminution de la prévalence de certaines maladies. Mais parallèlement, on a aussi une augmentation des chances de guérison des maladies qui s'installent. Donc, une partie de la population bénéficie d'une plus longue vie, mais en meilleure santé. Mais paradoxalement, on a aussi un allongement de l'espérance de vie en mauvaise santé parce que l'allongement de l'espérance de vie, c'est aussi la diminution de la létalité de certaines maladies qui auparavant en portaient. Et aujourd'hui, une chronicisation d'affections qui étaient auparavant extrêmement létales, qui font qu'on peut vivre plus longtemps avec des maladies, et pour certaines d'entre elles, avec les maladies et les incapacités qui leur sont associées. On a donc une tension entre est-ce qu'on vit en meilleure santé, est-ce qu'on vit avec des maladies, et quelles sont les conséquences de ces maladies. Enfin, on a la dynamique qui est liée au fait que plus d'effectifs à des très grands âges, ça veut dire plus d'effectifs à des âges où la comorbidité est assez fréquente. On a une augmentation des maladies en général, et puis une augmentation de situations de cumul de maladies avec, pour revenir au point évoqué juste au-dessus, une complexité des situations quand il y a de la comorbidité et donc plus de difficultés à faire avec ces maladies et à limiter le risque d'avoir des incapacités associées. Alors, qu'est-ce que pourrait être un vieillissement soutenable, et notamment quand on s'intéresse aux questions de santé? Eh bien, c'est déjà les questions que se posait l'OMS au début, durant les années 70, et qui a donné lieu à l'ancêtre de la classification internationale du fonctionnement, qui s'appelait la classification internationale du handicap. Et c'est une approche extrêmement importante quand on étudie le vieillissement en santé, notamment avec une approche populationnelle, parce que ça permet de voir à quel niveau la santé publique peut agir pour diminuer les risques de perte d'autonomie en faisant jouer les différentes étapes de ce processus. Donc l'OMS décrivait la survenue d'une maladie, une altération biologique, un accident, une lésion, et en fait pouvait décomposer les conséquences en d'une part les limitations fonctionnelles qu'elle générait, c'est-à-dire des difficultés à voir, à toucher, à se déplacer, à se souvenir, et si on veut l'illustrer avec des pathologies extrêmement courantes, troubles ostéo-articulaires, on voit bien qu'on peut distinguer si ces troubles ostéo-articulaires vont engendrer des difficultés pour se déplacer et dans quelle mesure ces difficultés pour se déplacer vont gêner les activités du quotidien, comme ici, aller au travail, aller faire ses courses, etc. Et donc on voit bien que c'est cet enchaînement qui va faire que
Lorsque les restrictions sont sur des activités élémentaires, on va se retrouver dans une situation de désavantage social. Et si on est sur de l'élémentaire de type soins personnels, on va se retrouver dans une situation de perte d'autonomie, dans le sens de besoin d'aide pour effectuer des activités élémentaires. Alors pourquoi, au niveau de la population et en termes de prévention, ce modèle nous intéresse? Bien parce que les actions de santé publique vont être du côté de la prévention et de la protection des populations, pour empêcher la survenue des maladies potentiellement invalidantes et en sortir, en guérir. Mais il y a aussi, si ces maladies sont installées, la manière d'en limiter les séquelles en termes de limitation fonctionnelle. Et là encore, on a un deuxième champ d'action en santé publique. Puis pour ceux qui passent dans le modèle en ayant des limitations fonctionnelles, on voit bien qu'il y a de nouveau des interventions possibles avec le fait d'aider les personnes à compenser leurs limitations fonctionnelles par l'aménagement de l'environnement, par des outils techniques et technologiques et par une meilleure prise en charge de ces conséquences. Ainsi, il y a toute une partie de la population qui, même avec des maladies chroniques, même avec les conséquences de ces maladies chroniques, vont pouvoir, si on développe des outils de compensation et d'environnement adaptés, vont pouvoir maintenir leur niveau d'autonomie et éviter de franchir l'étape suivante, qui est d'avoir besoin d'aide de quelqu'un et d'être pris en charge. Alors c'est intéressant parce que toutes les études montrent que les facteurs contextuels et les ressources individuelles, qu'elles soient physiologiques, sociétales, sociales, en système de santé, en nature de l'environnement, vont avoir un effet à chacune de ces étapes et vont faire que, à maladie égale, tout le monde ne va pas avoir les mêmes risques de limitation fonctionnelle, et à limitation fonctionnelle égale, tout le monde ne va pas avoir les mêmes chances de maintenir son autonomie. C'est aussi important parce que ces incapacités vont elles-mêmes jouer sur les facteurs et les ressources des personnes et vont pouvoir limiter, en fait, par un phénomène d'entraînement, limiter la faculté de se remettre d'un problème de santé. Donc il y a une forme d'interaction permanente entre l'environnement, les ressources et le fait de pouvoir se remettre d'un problème de santé. Alors en population, on mesure cette évolution de l'espérance de vie et la manière dont elle se répercute sur les années de vie en bonne et en mauvaise santé, en utilisant les indicateurs que je viens d'utiliser. Donc vous avez ici des données de 2022, les hommes à gauche avec une espérance de vie à 65 ans de 19 ans, les femmes à droite avec une espérance de vie de 23 ans. Et vous voyez en partie plus foncée le nombre d'années vécues avec des incapacités au sein de l'espérance de vie totale. Donc ce qu'on voit ici, par exemple, c'est avec les difficultés de type activité de la vie quotidienne, ADL, on voit qu'au sein de leur espérance de vie, les femmes vivent plus de 5 années avec ce type de problème en moyenne, quand les hommes en vivent 3. Quand on s'intéresse aux limitations d'activité en général, à cause d'un problème de santé, j'ai mis un petit drapeau parce que c'est ce chiffre qui est publié annuellement par l'adresse et dans toute l'Europe. On voit là qu'il y a aussi des écarts. Les femmes vivent plus longtemps, mais elles vivent plus longtemps avec ce type d'incapacité aussi. On en est à 13 ans pour les femmes, 10 ans pour les hommes. Et si on regarde les limitations fonctionnelles, par exemple ici de mobilité, on voit un écart très fort entre femmes et hommes, avec les femmes qui ont un nombre d'années à vivre avec des limitations fonctionnelles de mobilité qui s'élève à 14 ans, contre 8 chez les hommes. Qu'on voit les différences entre femmes et hommes et le fait que, paradoxalement, l'espérance de vie plus longue des femmes ne s'accompagne pas, s'accompagne un peu d'une meilleure santé, mais aussi beaucoup davantage d'années en incapacité. On a aussi des différences sociales, ce qu'on avait appelé la double peine des ouvriers. Donc on voit ici l'espérance de vie des hommes cadres et ouvriers, et des femmes cadres et ouvrières. Donc on voit donc l'écart bien connu d'espérance de vie entre cadres et ouvriers chez les hommes et chez les femmes. Eh bien cet écart est encore plus renforcé quand on regarde le nombre d'années à vivre avec ou sans incapacité. Et finalement, la double peine, pourquoi ? Bien parce que les ouvriers ont non seulement une espérance de vie plus courte, mais avec davantage d'années à vivre avec des incapacités. Ici, on était sur les troubles de la mobilité et sensorielle. On avait vu aussi que dans la tranche d'âge 50-65 ans, il y avait déjà des incapacités et déjà des inégalités assez importantes qui questionnaient sur la capacité de rester sur le marché de l'emploi.
Une autre façon d'approcher ces questions, c'est quelles maladies contribuent au fait que les personnes déclarent avoir des limitations d'activité. Alors, de manière très intéressante, si on sait que les maladies neurodégénératives, qui sont ici en rose pâle, sont extrêmement invalidantes, leur faible fréquence par rapport à d'autres pathologies, comme ici les maladies musculo-squelettiques, c'est la grosse partie en bleu, elles sont moins invalidantes, mais tellement présentes que finalement, à l'échelle de la population, elles sont responsables de la plus grosse partie des incapacités déclarées. Et on voit qu'en deuxième position se trouvent les maladies cardiovasculaires, et puis en vert, chez les femmes, plus que chez les hommes, les troubles anxio-dépressifs. Donc voilà aussi une autre manière d'interpréter les liens entre maladie et incapacité. Et on voit que, effectivement, les femmes ont tendance à déclarer des maladies plus invalidantes et à être exposées à ces maladies plus invalidantes et peu létales, alors que les hommes sont davantage exposés à des maladies comme les cancers ou les maladies cardiovasculaires, qui sont certes hautement invalidantes, mais qui sont aussi très létales et donc auxquelles ils survivent moins longtemps que les femmes avec leurs maladies invalidantes. Et la double peine des ouvriers, eh bien, c'est qu'on constate que les moins qualifiés, les plus pauvres, ont à la fois des maladies fortement létales et des maladies fortement invalidantes, ce qui explique à la fois une vie plus courte et davantage d'incapacité. Alors, se protéger des risques de maladie et envisager le vieillissement de la population d'un côté médical, eh bien, c'est s'intéresser certainement à la partie protection et prévention pour éviter l'entrée dans la limitation d'activité, mais sans oublier, bien sûr, qu'il reste aussi toutes les actions de prise en charge et de compensation des limitations d'activité, et que tout ça dépend aussi des facteurs contextuels et individuels qui vont faire varier les risques et les besoins de protection pour limiter l'entrée dans le processus de perte d'autonomie. Je vous remercie.